Imaginez une seconde. Une pensée, une seule pensée. Si elle est assez précise et chargée d'un désir vraiment brûlant, elle peut se transformer en richesse, en argent bien réel. Ça sonne un peu comme de la magie, c'est vrai. Et pourtant, c'est vraiment le principe au cœur d'une philosophie qui a bâti des fortunes colossales. Et pour analyser ça, on va plonger aujourd'hui dans un monument. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Absolument. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas un simple livre de développement personnel. C'est l'aboutissement d'une recherche de 20 ans. Une mission un peu folle, commanditée par l'un des hommes les plus riches de son temps, Andrew Carnegie. Notre mission à nous, du coup, c'est de décortiquer cette méthode. On va essayer de percer ce fameux secret de Carnegie. Un secret qui, et c'est toute l'astuce, n'est jamais vraiment nommé dans le livre. Jamais. Il est distillé, chapitre après chapitre. Il attend, en quelque sorte, d'être découvert par ceux qui sont prêts. C'est une sorte de chasse au trésor, en fait. Le livre ne donne pas la réponse, il l'apprend à la trouver. C'est ça. Et pour comprendre, il faut revenir à l'origine de tout ça, qui est une histoire en soi. On a Napoléon Hill, jeune journaliste, qui décroche une interview avec Andrew Carnegie, Le magnat de l'acier. lui-même. Et cette rencontre, elle va complètement changer sa vie. Carnegie lui lance un défi, mais un défi démentiel. Oui, il lui demande comme ça, à brûle-pourpoint, s'il serait prêt à consacrer les 20 prochaines années de sa vie à une étude. 20 ans ? 20 ans. L'objectif, analyser plus de 500 des hommes les plus puissants de l'époque. On parle de Henry Ford, de Thomas Edison, de Rockefeller. Pour trouver le point commun, la méthode. Voilà. Pour isoler et formaliser ce qui a fait leur succès. Attendez, soyons clairs. Il lui demande de bosser pendant 20 ans, sur la base d'une seule conversation et sans être payé. Mais c'est de la folie pure. C'est la réaction que la plupart des gens auraient, et c'était précisément ça, le test de Carnegie. Il a donné 60 secondes à Hill pour dire oui ou non. 60 secondes. Il cherchait quelqu'un qui pouvait prendre une décision là, tout de suite, et s'y tenir. Quelqu'un qui voyait l'opportunité immense derrière le sacrifice. Et Hill, il a dit oui. Incroyable. Mais alors, ça m'amène à une autre question. Si le but, c'est d'offrir ce secret au monde, pourquoi le cacher ? Pourquoi ne pas l'écrire noir sur blanc ? Le secret, c'est un peu contre-productif, non ? Ah mais c'est le cœur de toute la philosophie. Le texte insiste vraiment là-dessus. Le secret perd sa puissance s'il est simplement donné. Ah oui. Son efficacité vient de la découverte personnelle. C'est comme une graine. On peut vous la donner, mais si vous ne la plantez pas vous-même, si vous ne l'arrosez pas, elle germera jamais. Il faut faire le travail soi-même. Exactement. Le fait de chercher activement le secret, ça prépare l'esprit à le recevoir. Carnegie était tellement convaincu qu'il disait que cette formule, si on l'enseignait dans les écoles, pourrait réduire la scolarité de moitié. C'est une affirmation pour le moins audacieuse. Et pour appuyer ça, le livre donne des exemples assez frappants. On parle de Charles M. Schwab, qui serait devenu un magnat avec 600 millions de dollars grâce à ça. Une somme qui, si on l'ajuste à l'inflation d'aujourd'hui, est juste vertigineuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne se limite pas à l'industrie. Il cite un ecclésiastique qui aurait généré 75 millions par an. Ou même un tailleur, Arthur Nash. Son entreprise était au bord de la faillite, il l'a utilisé comme cobaye pour la formule et ça a marché. C'est l'idée d'un principe universel. Oui, mais il y a un avertissement très clair écrit en majuscule dans le livre. On n'a rien pour rien. Ce secret a un prix. Exactement. Mais ce n'est pas un prix en argent. Il ne s'achète pas. Il s'acquiert par l'effort, la préparation. C'est pour ça que l'auteur dit que ceux qui sont prêts possèdent déjà une partie du secret. L'éducation formelle, par exemple, ne compte pas tant que ça. Non, ce n'est pas un prérequis. L'exemple ultime, c'est Thomas Edison. Il n'a fait que 3 mois d'école dans toute sa vie. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier principe, la pierre angulaire de tout, c'est l'histoire d'Edwin C. Barnes. Je la trouve fascinante. Ah, l'homme qui a littéralement pensé son partenariat avec Thomas Edison. Exactement. Son but n'était pas de travailler pour Edison. Il voulait travailler avec lui. C'est une nuance capitale. Il voulait être son associé. Voilà. Et ce n'était pas un petit souhait. C'était un désir unique, clair, presque une obsession. Sauf qu'il y avait quelques obstacles. Colossaux. Il ne connaissait pas Edison, il n'avait aucun contact, et pire, il n'avait même pas de quoi payer son billet de train. C'est là que 99% des gens auraient abandonné. Pas lui. Son désir était tellement fort que le livre le qualifie de désir ardent.
Alors il est monté clandestinement dans un train de marchandises, il arrive, il se présente au labo, il ressemble plus à un vagabond qu'à autre chose. Et il annonce qu'il est venu pour s'associer avec Edison. On imagine la scène. Et la réaction d'Edison est super importante. Des années plus tard, il a dit que ce n'était pas son apparence qui l'avait marqué, mais l'expression sur son visage. Il y a vu une détermination absolue, le genre de détermination qui n'accepte pas un non. Il a dit une phrase clé à ce sujet. Oui. Un homme qui désire réellement et profondément une chose est sûr de gagner. Il a donc vu quelque chose en lui et lui a donné un job. Mais un petit job, mal payé, dans les bureaux. Pas vraiment le poste d'associé qu'il espérait. Pas du tout. Et c'est là que le vrai test commence, la persévérance. Il n'est pas devenu associé du jour au lendemain. Non, et il aurait pu se décourager, se dire que c'était stupide. Mais le texte précise un point crucial. Pendant tout ce temps, son désir, non seulement il ne faiblissait pas, mais il s'intensifiait constamment. Dans sa tête, il était déjà l'associé d'Edison. Il attendait juste que la réalité suive. C'est ça. Et il a attendu son heure, des années, jusqu'à ce que l'opportunité arrive, sous une forme que personne voulait. Edison venait d'inventer une machine à dicter, l'Ediphone. Et ses vendeurs la trouvaient invendable. Trop compliqué à commercialiser. Pour eux, c'était un problème. Pour Barnes, c'était sa chance. La porte d'entrée. Il a sauté sur l'occasion. Il a dit à Edison « je peux la vendre ». Et il a tellement réussi qu'Edison lui a donné un contrat exclusif pour la distribuer dans tout le pays. Le slogan est devenu « Inventé par Edison et installé par Barnes ». Un partenariat qui a duré plus de 30 ans et qui a rendu Barnes richissime. Mais le point de l'auteur, ce n'est même pas l'argent, c'est presque un détail. Ce qui est infiniment plus important, c'est que cette histoire prouve qu'une simple pensée, une impulsion immatérielle, peut se transformer en son équivalent matériel. C'est la démonstration. C'est la démonstration que si on sait exactement ce qu'on veut et qu'on est prêt à tout miser dessus jusqu'à l'obtenir, alors le manque d'argent ou de contact devient secondaire. C'est l'exemple parfait de la réussite par l'obstination. Mais pour bien comprendre la puissance de cette idée, il faut regarder son opposé. Qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête juste, 1 mètre trop tôt? C'est l'histoire de l'oncle de Ariu Darby. Ah oui, l'histoire de la mine d'or. La cause la plus commune de l'échec, l'abandon. C'est une histoire terrible. L'oncle est pris par la fièvre de l'or, il trouve un filon, les premiers échantillons sont incroyables, il retourne chez lui, il lève des fonds. Il embarque toute la famille dans l'aventure. Exactement, il achète du matériel, il y retourne avec son neveu. Au début tout va bien, ils extraient de l'or, ils sont sur le point de rembourser leurs dettes, le jackpot est à portée de main. Et puis, d'un coup, plus rien, le filon n'a disparu. Vanished. Il fore encore et encore, mais rien. Le tout s'installe, la panique, et finalement ils prennent la décision. Ils abandonnent. Le mot est en majuscule dans le texte, abandonnent. Ils vendent tout pour une bouchée de pain à un brocanteur et ils rentrent chez eux vaincus. C'est déjà une tragédie, mais la suite est d'une ironie cruelle. Le brocanteur, avant de tout démonter, il a une bonne idée. Il se dit je vais quand même demander l'avis d'un ingénieur des mines, juste pour voir. Et le verdict de l'ingénieur est glaçant. Il explique qu'il y a une faille géologique très courante dans le coin, le filon n'a pas disparu, il continue simplement à 3 pieds de l'endroit où les Darby avaient fait arrêter le forage. à peine 1 mètre. 1 mètre. L'homme a foré ce petit mètre et il est devenu multimillionnaire. Rien qu'y penser, c'est presque physiquement douloureux. Et c'est ça, la grande leçon sur l'échec. L'échec n'est souvent qu'une défaite temporaire. Hill affirme que la plupart des 500 millionnaires qu'il a étudiés lui ont dit que leur plus grand succès est arrivé juste après un échec total. C'est au moment où tout semble perdu. C'est à ce moment précis que la plupart des gens lâchent l'affaire. Mais ce qui est fort, c'est que Darby, lui, a appris de cette erreur. Il a compris qu'il avait perdu parce qu'il s'était arrêté. Il est devenu vendeur d'assurance. Il s'est fait une promesse. J'ai capitulé devant l'or, mais je ne capitulerai jamais devant un non. Et cette mentalité, forgée dans son plus grand échec, a fait de lui l'un des meilleurs vendeurs du pays. Il y a une autre petite anecdote, mais qui illustre peut-être encore mieux cette force de la détermination pure. C'est Darby qui raconte avoir vu une petite fille noire entrer dans le moulin de son oncle, Un homme connu pour être très colérique. pour réclamer 50 cents que sa mère lui deviait. La scène est super tendue. L'oncle explose, il hurle de partir, il attrape même une planche pour la menacer. Là, on se dit que ça va très mal finir. Mais la petite fille ne bouge pas, d'1 centimètre. Alors que l'homme s'approche, la planche levée, elle fait un pas en avant, le regarde droit dans les yeux et elle hurle « Ma maman a besoin de 50 cents !» C'est un courage absolu, une concentration totale sur son but.
Sa détermination est si pure, si inébranlable, qu'elle brise net la rage de l'homme. Il s'arrête, complètement déconcerté. Il pose sa planche, il fouille dans sa poche et il lui donne la pièce, sans un mot. C'est une force de la nature. C'est ça. Mais comment est-ce qu'un adulte, un chef d'entreprise avec des centaines d'ingénieurs qui lui disent non, peut garder ce même niveau de conviction? C'est toute l'histoire d'Henry Ford et de son moteur V8. Et là, on touche à un autre pilier du livre, l'idée que tout commence par un état d'esprit. Il dit que beaucoup de gens échouent parce que leur esprit est habitué à la pauvreté. Il est conditionné par le mot impossible. On refuse de croire ce qu'on ne comprend pas. Exactement. Et c'est le mur auquel Ford s'est heurté. Il avait une idée fixe, construire un moteur avec 8 cylindres en un seul bloc. C'était une prouesse technique à l'époque. Il présente le projet à ses ingénieurs et leur réponse. Animée et instantanée, c'est impossible. Mais la réponse de Ford est tout aussi directe. Faites-le quand même. Les ingénieurs insistent, ils expliquent pourquoi c'est irréalisable, Ford les écoute à peine et il conclut. Allez-y et restez-y jusqu'à ce que vous réussissiez. Je le veux et je l'aurai. La phrase « je le veux et je l'aurai » est la clé. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Les ingénieurs, un peu forcés, se mettent au travail. 6 mois passent, rien. 1 an. Ils retournent voir Ford, épuisés. On a tout essayé, c'est vraiment impossible. Et Ford, imperturbable. Continuez, il leur dit. Et c'est là que le miracle se produit selon le livre. Poussés dans leur dernier retranchement par cette volonté de faire, les ingénieurs finissent par trouver la solution. Le livre dit que le secret leur est apparu comme par magie. Mais bien sûr, ce n'est pas de la magie. C'est la preuve, selon Hill, que le succès de Ford vient de l'application de principes. Avoir un plan précis et la détermination de le mener à bien. Croire si fort en sa réussite que la croyance finit par s'imposer à la réalité. C'est ça. Ça rejoint l'idée que nos pensées dominantes agissent comme un aimant. Elles attirent les forces et les circonstances qui leur correspondent. Et en ce sens, on est bien les maîtres de notre destin, parce qu'on a le pouvoir de diriger nos pensées. D'accord. Si on essaye de synthétiser un peu, on a d'abord ce désir ardent, un objectif ultra précis. Ensuite, la persévérance, la capacité à continuer quand tout le monde abandonnerait. Et le corollaire de ça, le 3e point, voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une information, une défaite temporaire. Et enfin, tout ça soutenu par un état d'esprit, une détermination qui refuse le mot impossible. Exactement. Et si on en revient au fameux secret de Carnegie? Ce qui est frappant, c'est que ces 4 piliers, ce n'est pas juste une liste. Ils forment une boucle. Le désir ardent alimente la persévérance. La persévérance vous force à surmonter les échecs, ce qui renforce votre conviction. Et cette conviction intensifie le désir initial. Voilà. C'est ce système dynamique, plus que chaque élément pris séparément, qui semble être le vrai secret. Ce n'est pas une formule magique, c'est un moteur qu'on construit en soi. C'est ça. Et c'est pour ça que la phrase la plus importante du livre, c'est peut-être celle de l'introduction. Tout succès, toute fortune débute par une idée. C'est le point de départ. Pour finir, le texte propose une pensée assez vertigineuse. Il suggère que notre cerveau peut être hypnotisé par nos pensées dominantes et que ces pensées agissent comme un aimant qui attire les circonstances de notre vie. Ce qui nous laisse avec une question en suspens, une question à méditer. Si c'est vrai, même juste un peu, quelle est la pensée qui domine le plus souvent notre esprit au quotidien ? Et si cette pensée est un aimant, qu'est-ce qu'elle est en train d'attirer dans notre vie là maintenant ?